Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a vraiment bousculé les choses. L'âge de l'accès de Jeremy Rifkin. On va décortiquer ensemble son idée centrale, une idée assez folle quand on y pense, l'arrivée d'une toute nouvelle phase du capitalisme qui est en train de tout changer dans notre rapport au monde. Alors pour commencer, une question toute simple en apparence. Est-ce que posséder des trucs, c'est en train de devenir un peu dépassé? Réfléchissons-y 2 secondes. On loue une voiture pour un week-end, on s'abonne à des logiciels au lieu d'acheter des boîtes. Tous ces petits gestes du quotidien, on pourrait croire que c'est anodin. Mais en fait, c'est le signe d'un truc beaucoup plus grand qui se passe sous nos yeux. Et voilà, on est au cœur du sujet. Ce qu'on observe, c'est un vrai basculement. On quitte un monde où ce qui comptait, c'était d'être propriétaire, de posséder un objet. Et on entre dans un monde où la vraie valeur, c'est d'avoir l'accès. L'accès à un service, l'accès à un réseau. Et ça change absolument toute la donne de la relation commerciale. Alors, premier gros morceau, la fin de la propriété. Selon Rifkin, c'est la vitesse de notre monde moderne qui vient tout chambouler. Le concept même de posséder quelque chose est mis à mal. Dans cette nouvelle ère, l'idée d'accumuler, d'entasser des biens, ça devient carrément contre-productif. Il a une phrase choc pour résumer ça, il dit « Dans une culture de la nanoseconde, la propriété est tout simplement trop lente ». C'est puissant, non? En gros, ça veut dire que tout va si vite, les innovations sont si constantes, que s'accrocher à un objet physique n'a plus vraiment de sens. Ce qui compte, ce n'est plus que ça dure, c'est que ce soit performant, tout de suite, et que ça puisse être mis à jour en permanence. Le truc, c'est que plusieurs éléments rendent cette idée de possession à long terme, disons, compliquée. D'abord, l'innovation technologique va à une vitesse folle. Les produits sont obsolètes presque aussitôt achetés. Il suffit de penser à son premier smartphone. Ensuite, le rythme de l'économie y demande de la souplesse, de l'agilité. Tout le contraire de l'inertie que représente la propriété. Et tout ça, logiquement, ça nous amène à voir comment l'économie elle-même se réorganise. On n'est plus dans la vente de produits, mais dans la fourniture de services. C'est un changement total de modèle. Regardez cet exemple, il est super parlant. Chrysler. Dans les années 80, il fallait 54 mois pour développer une voiture. Une décennie plus tard, on est passé à 33 mois. Et aujourd'hui, c'est moins de 24 mois. Quand on voit ça, on comprend bien que garder la même voiture pendant 10 ans, ça a de moins en moins d'intérêt par rapport à la louer et pouvoir en changer plus souvent. Rifkin donne un nom à ce système, l'hypercapitalisme. Et la différence est cruciale. Quand on achète un truc, la transaction est finie, c'est ponctuel. Après, le temps nous appartient. Mais avec un abonnement, une location, la relation commerciale, elle ne s'arrête jamais. Elle est continue. Et du coup, tout notre temps se transforme en temps commercial. L'objet physique lui-même, que ce soit un téléphone ou un système d'arrosage, ce n'est plus le but final. Non, ça devient juste une sorte de plateforme, une base pour vendre des services, des mises à jour, qui sont au final bien plus rentables. L'objet n'est en fait que la porte d'entrée vers cette relation commerciale qui va durer. Bon, maintenant, on aborde la conséquence peut-être la plus profonde de tout ça. Parce qu'on ne parle plus seulement de produits, on parle de l'expérience humaine elle-même qui devient une marchandise. Et c'est là vraiment que l'analyse de Rifkin devient assez vertigineuse. Écoutez bien cette phrase. L'expérience vécue est devenue la marchandise ultime dans la circulation du capital. On va prendre une seconde pour vraiment saisir la portée de ce truc. Ça veut dire que la dernière frontière à conquérir pour le marché, ce n'est pas un nouveau continent, ce n'est pas une nouvelle technologie, c'est notre vie, nos émotions, nos relations. Mais concrètement, ça veut dire quoi? L'histoire de John Moore est une illustration qui fait froid dans le dos. C'est une affaire qui a fini devant les tribunaux et qui a posé une question absolument fondamentale. Est-ce qu'on est encore propriétaire de son propre corps? L'histoire est assez dingue. Des médecins utilisent des cellules de ce patient, John Moore, pour créer une lignée cellulaire qui s'avère extrêmement précieuse. Ils la brevettent, et la justice a décidé que, oui, Moore était bien propriétaire de ses tissus physiques, mais qu'il n'avait absolument aucun droit sur la propriété intellectuelle qui en a été tirée. C'est incroyable. L'immatériel, le brevet, a eu plus de valeur que le corps physique de la personne. Et accrochez-vous bien, parce que derrière cette décision, il y avait un enjeu financier colossal. La valeur de cette lignée cellulaire, on l'estime à 3 milliards de dollars. Ça donne une petite idée des sommes en jeu quand le vivant lui-même devient une marchandise. Donc, dans ce monde de réseau, le vrai pouvoir, ce n'est plus de posséder des choses, c'est de contrôler l'accès. Ce qui nous amène tout naturellement à une nouvelle figure de pouvoir, les gardiens de l'accès. Un gardien de l'accès, c'est quoi? Eh bien, c'est une entreprise ou une organisation qui contrôle la porte d'entrée vers un service ou un réseau. Des exemples tout bêtes, les mutuelles de santé qui décident à quel médecin on a accès. Ou les grandes plateformes de streaming qui choisissent les films qu'on va pouvoir regarder. En fait, ce sont eux les nouveaux arbitres du jeu. Et cette concentration de pouvoir, elle est absolument massive. Rifkin reprend cette prédiction qui annonce qu'une poignée de gangs mondiaux, 4 à 6, contrôleront tous les réseaux essentiels du XXIe siècle. Ça veut dire que notre accès à l'info, à la communication, à la culture, tout ça passera entre les mains de quelques géants.
Et pour finir, regardons un peu le nouveau paysage social que tout ça dessine. Parce que, forcément, s'il y a des gardiens à la porte des réseaux, ça veut dire qu'il y a ceux qui peuvent entrer et tous les autres qui restent dehors. 65%, juste ce chiffre. À l'époque où le livre a été écrit, c'était un chiffre brutal. Mais qu'est-ce qu'il représente au juste? Eh bien, c'était le pourcentage de la population mondiale qui n'avait jamais passé un seul coup de fil. Une partie énorme de l'humanité complètement en dehors de tous ces réseaux dont on parle depuis le début. La vraie nouvelle fracture sociale, elle n'est donc plus seulement entre les riches et les pauvres. Elle est entre les connectés et les déconnectés, entre ceux qui ont accès au réseau et ceux qui en sont totalement exclus. L'accès, c'est ça le nouveau marqueur principal des inégalités mondiales. On termine donc sur cette question qui est vraiment le cœur du problème. Si toute la vie devient une expérience payante, qu'est-ce qu'il reste à la fin? Dans un monde où il faut payer pour accéder à la culture, aux relations et même à les parties de soi-même, quelle place reste-t-il pour ce qui est gratuit, pour le partage, pour ce qui ne devrait pas pouvoir s'acheter? C'est vraiment la question fondamentale que nous pose l'âge de l'accès.